Alors, aujourd'hui, on continue le tour d'horizon. On a parlé ici du secteur des matériaux. Et pendant que je parlais du secteur des matériaux, vous m'avez entendu faire ici un lapsus révélateur qui anticipait déjà sur la vidéo concernant ici le secteur industriel, parce que j'avais déjà préparé la note d'analyse en question. Comme dans le secteur des matériaux, je pense que matériaux industriels, consommation courante, consommation discrétionnaire, ce sont les secteurs les plus vastes. On peut également rajouter le segment de la finance, même des rates. Mais franchement, dire 2, 3 mots sur chaque sous-secteur ici, ça ne rend pas réellement justice à l'ensemble du secteur d'activité. Mais j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Et je rappelle ici que sur chaque sous-secteur, il y a énormément de choses à dire. Donc, on a pris ici un résumé. Et rappelez-vous, notre analyse se base essentiellement sur les attentes du Q2 2025. Donc, certaines entreprises ont déjà publié leurs résultats. D'autres ne l'ont pas encore fait. En tout cas, la grande majorité, 90% de ces entreprises-là, ne l'ont pas encore fait. Donc, ici, votre rôle, ce sera à peu près d'aller vérifier les informations en question. Est-ce que les tendances attendues se vérifient en date d'aujourd'hui? Est-ce que le langage change? OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et j'ai dit une chose, avant de commencer, 2 choses. D'accord? S'il vous plaît. Note d'analyse, analyse sectorielle, analyse concurrentielle, ça ne vous intéresse pas? S'il vous plaît, désabonnez-vous. D'accord? Voilà. Et tous ceux qui choisissent de rester, rejoignez le club. Dans le club, vous avez un accès à vie pour le service Top Premium. Et dans le service Top Premium, vous avez les notes d'analyse et les analyses sectorielles. Bref, on va y aller rapidement. Alors, on y va. Donc, le secteur industriel américain au deuxième trimestre 2025 est difficile à cerner. Même si beaucoup pensent qu'il va mal, les profits devraient en fait augmenter un peu, donc de manière globale, quand on prend toutes les entreprises dans leur globalité. Et si vous êtes malin ici, allez-y regarder c'est quoi l'indice en question. Un petit tips ici, ça provient ici de Standard & Poor's, d'accord? Donc, ou bien la compagnie qu'on appelle également SPGI. Mais cette moyenne ne dit pas tout. Certains secteurs s'en sortent très bien, tandis que d'autres sont en difficulté. Alors, secteur ici, c'est par abus, parce qu'en réalité, on parle de sous-secteur, parce que le secteur s'appelle ici le secteur industriel. Donc, on y va. Quels sont les secteurs d'avenir? Enfin, les secteurs en croissance, en date d'aujourd'hui. Certains domaines se distinguent par un potentiel de croissance particulièrement marqué, porté par des vents favorables significatifs. On parle présentement de l'aérospatiale et de la défense. Donc, le secteur de l'aérospatiale et de la défense devrait connaître une forte croissance principalement en raison de 3 facteurs convergents. Donc, quand tu vas lire les rapports financiers, pose-toi la question de savoir, 1, l'entreprise en question, est-ce que c'est aérospatiale simple ou bien c'est défense uniquement ou bien elle fait les deux? Boeing fait les deux, par exemple. Et donc, on va se poser, premièrement, l'accélération des cadences de livraison d'avions commerciaux engendre une expansion directe de la production. Techniquement, comment on appelle ça? Il faut se dire ici que les entreprises en question, par exemple, ça concerne une entité comme Boeing. Deuxièmement, la demande soutenue pour les services de maintenance et les pièces de rechange, donc on parle ici du marché de la prévente, assure des revenus récurrents et stables. On pourrait citer une entreprise comme Eiko que j'adore, qui est une entreprise... J'ai du mal à dire en fait, le prix d'Eiko en date d'aujourd'hui est trop élevé. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'erreur pour que je puisse acheter cette compagnie en date d'aujourd'hui. Mais je ne pourrais pas dire qu'elle est surévaluée vu la taille de son secteur d'activité. Bref, on va le laisser de son... Enfin, mais je ne suis pas prêt à acheter cette compagnie au multiple actuel. Donc, Eiko ici va grandement bénéficier de la maintenance. Plus il y aura d'avions dans le ciel, mieux ça sera pour les compagnies ici qui vendent des produits de maintenance. C'est le meilleur... Moi, je préfère ces entités-là. C'est le meilleur business. Enfin, le financement constant provenant des budgets de la défense garantit une base solide pour les activités militaires. La conséquence de cette triple dynamique est un élan sectoriel robuste et diversifié. Donc, si tu prends un ETF axé aérospatial et défense, il y a de grandes chances qu'on ait une belle performance au niveau du BPA. Si on est très axé militaire, défense, plus commercial et maintenance. D'accord? Donc, on pourrait citer des entreprises comme Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, ou bien vous pouvez rajouter même GE Aerospace, qu'on pouvait également rajouter. Attention, il ne faut pas la négliger, parce que si on vend des Boeing, il faut acheter des moteurs d'avion. Il n'y a pas 400 000 compagnies qui font des moteurs d'avion dans ce monde. Donc, si Boeing et Airbus se portent bien, ou bien ont un carnet de commandes plein, imaginez ce que GE Aerospace aura tendance à proposer, ou bien Safran.
Les amis, le secteur d'activité, c'est ça qui est intéressant. Ça vous permet d'identifier les dynamiques de croissance. Ensuite, on passe ici à tout ce qui concerne ici la construction et l'ingénierie. Vous m'entendez depuis la nuit des temps parler de ce secteur d'activité. Enfin, je suis arrivé un tout petit peu en retard sur ce secteur d'activité, mais je ne pourrais pas dire ici que c'est un business cyclique de manière générale. Mais la tendance de fond ici est favorable. Donc, plusieurs causes majeures convergent pour entraîner une conséquence principale. Enfin, et la conséquence en question, c'est une croissance explosive des bénéfices. Les dépenses fédérales massives issues de l'Infrastructure Investment and Jobs Act, on en a déjà parlé quand on parlait des matériaux. Tout est lié. Conjugué au boom de la construction de centres de données, encore une fois, et au déploiement de la 5G, sont les principaux moteurs alimentant cette dynamique. Ces investissements ont pour effet direct de saturer les carnets de commandes, créant ainsi un environnement de marché exceptionnellement porteur. Donc, quand tu vas lire sur ce type d'entreprise, book to bill, ok? Toutefois, cette forte activité pourrait entraîner une conséquence adverse, à savoir une hausse du coût des matériaux. Oh, comme par magie, matériaux! Les deux segments, ils sont très liés. Quel type de matériaux? Est-ce que c'est au niveau ici de la chimie spécialisée? Est-ce que c'est au niveau des agrégats dans tout ce qui concerne ici les produits liés à la construction? Allez vérifier. Donc, cette augmentation risquerait alors de freiner la trajectoire de croissance des profits. Parce que ces entités sont des clients finaux pour un certain type d'entreprise qu'on a mentionné précédemment. Et donc, vous pouvez suivre des entreprises ici comme Fluor Corporation, Qantas ou bien ICOM. ICOM bénéficie grandement des data centers. Okay? Et même dans ce secteur-là, privilégier celles qui fournissent le conseil en ingénierie, pas celles qui vont faire maintenant la construction elle-même. Les marges sont souvent très peu élevées. J'aime bien, allez-y regarder à quoi ressemble Qantas Service. Si ma mémoire est bonne, on va aller rapidement ici, histoire de vous montrer que dans tous les secteurs d'activité, il y a des entreprises intéressantes. D'accord? Il y a toujours au moins une entreprise qui fait mieux que les autres. Donc, voilà Qantas. Voici à quoi elle ressemble. Les marges ne sont pas élevées, mais par rapport à ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Je dis bien par rapport à l'activité qu'elle mène, elle fait très bien. D'accord? Ça peut être intéressant à aller regarder. Ce n'est pas le type d'entreprise que vous entendez citer matin, midi, soir. Vous avez des entités comme ICOM qui va grandement bénéficier de tout ce qui concerne ici la construction des data centers parce qu'il faut une certaine expertise. Vous pensez réellement qu'on accorde les contrats de construction des data centers à n'importe quelle entreprise? Non. C'est comme les ponts. Ce n'est pas n'importe quelle firme d'ingénierie qui peut les faire, qui peut les construire. Les marges ne sont pas élevées. Mais ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. Ce sont des entités ici qui ont tendance à bien se comporter. Comme vous voyez, cette entreprise, depuis 2008, elle n'a jamais perdu d'argent en termes de free cash flow. OK? Et donc également être très peu endetté. En tout cas, ce sont des exemples. Je ne suis pas en train de vous dire ici que les entreprises sont sous-évaluées. Non. Mais si monsieur le marché vient vous présenter des opportunités d'investissement ici, ça peut être intéressant. D'accord? Parce que la croissance séculaire, elle est là pour le moment. En tout cas, pour le moment. On continue. Alors, maintenant, il y a toujours également des secteurs d'activité où il y a des vents contraires. À l'opposé du spectre, certains sous-secteurs font face à des obstacles significatifs qui devraient peser lourdement sur leurs résultats. On commence par lequel? Bon, quel secteur ici? Tout ce qui concerne ici le secteur agricole, machinerie, équipement. Donc, l'incertitude générée par les tarifs douaniers provoque une extrême prudence chez les agriculteurs qui reportent leurs dépenses majeures en capital. Rappelez-vous, ces mêmes personnes, ces mêmes donneurs d'ordre ont commandé énormément d'engrais. Donc, il faut choisir parce que le prix de l'engrais allait augmenter. On va accumuler des stocks ici afin de ne pas se retrouver à avoir des coûts élevés parce que ce sont essentiellement des price takers. Ils ne fixent pas le prix du maïs, ils ne fixent pas le prix du blé. Ils doivent gérer leurs coûts de production. Donc, cette frilosité des acheteurs est aggravée par des inventaires d'équipements. Et donc, on surveille ici les concessionnaires. Oui. Cette frilosité des acheteurs est aggravée par des inventaires d'équipements neufs déjà pléthoriques chez les concessionnaires. La conséquence directe de cette double pression est un gel des nouvelles commandes, ce qui entraînera inévitablement une forte détérioration des revenus et des bénéfices pour les fabricants. Qui sont-ils? John Deere, AGECO, si on le dit comme ça. Il faut également même rajouter du
Toromont, même si ça dépend. Mais voilà, vous avez à peu près une idée. C'est juste pour que vous puissiez aller vous renseigner vous-même sur le secteur d'activité. D'accord? Et j'ai utilisé ces entités-là pour également faire ma note d'analyse sectorielle. Ceci, c'est juste un condensé. Parce qu'il y a des tendances de fonds favorables et des tendances également défavorables. Mais pour ça, c'est uniquement dans le top premium. Et vous avez un accès à vie en passant dans le club. OK? Donc, ensuite, on passe à tout ce qui concerne ici le fret aérien et la logistique. Donc, fret aérien et logistique. Positionné en première ligne des mutations commerciales, le secteur subit directement l'impact des tarifs douaniers, des nouvelles régulations sur les importations, tout ce qui concerne les minimis. On en a parlé quand on parlait de Pinduoduo il y a quelque temps. Hein, vous vous rappelez, c'est très... Donc, ce choc, parce qu'il y a moins de... Enfin, comment on dit ça? Ce sont des entités qui bénéficient énormément du e-commerce, mais avec le fait qu'il y ait maintenant des tarifs douaniers plus élevés sur certains produits provenant de l'extérieur, ça peut avoir un impact défavorable sur ces entités-là, en tout cas à court terme, parce qu'ici, c'est l'épine dorsale du commerce et du commerce électronique. Elles en font partie, donc, parce qu'on a besoin de livraison, c'est la clé. Je m'assois chez moi, je commande et on me livre. Donc, des entités comme... on va les citer. Vous savez déjà, les entités comme UPS vont avoir tendance à souffrir, FedEx également, mais c'est du court terme. Regardez ces entités-là plutôt sur du long terme. Il faut également mentionner ici que ce sont des entreprises qui sont des entités à capital intensif. Dernièrement, UPS a viré du monde, ce qui n'arrivait presque jamais. Donc, c'est compliqué. Et c'est également bénéfique pour un secteur d'activité, lequel? Les dollar stores. Vous avez oublié que les dollar stores souffraient énormément à cause des entités comme Shein, comment on appelle encore ce truc, la Temu, etc. Maintenant, elles ont tendance à se réveiller parce qu'on a imposé ces tarifs douaniers-là qui font qu'elles deviennent de plus en plus compétitives de manière générale. Maintenant, si elles-mêmes commandent en Chine, etc., là, ça va être différent. Mais le particulier, ça va être difficile pour lui. Bref, ce qui est souvent défavorable pour une entreprise peut devenir favorable pour une autre. En tout cas, quand on parle ici du fret aérien et de la logistique, ce choc initial est amplifié par le ralentissement de l'économie industrielle et la faible confiance des consommateurs. Cette convergence de facteurs négatifs a pour conséquence inéluctable une pression intense sur les volumes et les marges, menant à une baisse très prononcée des bénéfices. Donc, quand vous allez lire les rapports financiers sur FedEx et UPS, quelle est la marge bénéficiaire par rapport au volume? Si les volumes sont élevés, est-ce que les marges se sont maintenues? Est-ce que le bénéfice par colis envoyé est élevé? Bref, c'est important à aller regarder. Vous pouvez également rajouter ici des entités comme... je ne dirais pas Old Dominion Freight Line parce que elle peut également... c'est différent. D'accord? Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Parce que ça, c'est un gros secteur. C'est vraiment un gros secteur. Ça prend également en considération tout ce qui concerne le camionnage, etc. Donc, il faut faire attention ici. Par exemple, quand vous allez voir ici que le transport ferroviaire se porte bien, si on est dans le segment intermodal, ça pourrait être bénéfique pour certains transporteurs. Bref, il y a toujours des nuances. En tout cas, FedEx et UPS, pour ces deux-là, eux, ils vont souffrir. En tout cas, c'est à court terme, parce qu'à long terme, la tendance de fond, elle va dans leur sens. Sauf si leur plus gros client, comme Amazon, qui n'en est plus un aujourd'hui, qui est devenu plutôt un concurrent, commence également à bâtir leur propre système de livraison. N'oubliez pas qu'avec l'avènement des entités comme Uber, Lyft, ça devient égal. Ce sont des concurrents supplémentaires. Je n'ai qu'à commander un truc sur Walmart et c'est un Uber qui me livre. Ou bien quelqu'un qui a tendance à utiliser Uber. Donc, est-ce que je vais aller acheter du FedEx, du UPS? Peut-être Uber serait la solution. Je ne sais pas. En tout cas, on continue. Donc, maintenant, il y a également des secteurs sur lesquels il faut avoir il y a des signaux à nuancer. Ils ne sont ni positifs ni négatifs. Et là, on commence par tout ce qui concerne la machinerie de construction et les équipements lourds de transport. Donc, je les ai mis en anglais également ici, pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, les bénéfices devraient reculer par rapport à l'année dernière. L'incertitude économique pousse les clients à différer ou annuler leurs acquisitions d'équipements parce qu'on n'achète pas ça gratuitement. Enfin, à plein prix. C'est généralement, on prend... quand je dis plein prix, je parle en cash. On prend généralement ici, on s'endette généralement. Donc, on finance ces éléments-là. Toutefois, une demande robuste pour les systèmes de production d'électricité de secours vient compenser une partie de cette faiblesse.
Pourquoi est-ce qu'il y a une demande robuste pour les productions, pour tout ce qui concerne ici les générateurs? Parce que le système électrique américain est sous pression. Entre les voitures électriques, les data centers, sans compter le vieillissement même de ce réseau électrique-là, on a besoin de générateurs. Caterpillar en fabrique. Caterpillar est assez diversifiée parce qu'elle a une partie dans la construction, une partie dans l'exploitation minière. On a également des groupes électrogènes. On a même une partie financement. Mais le gros cœur de ce business-ci, c'est la maintenance. Quand moi je regarde du Caterpillar, c'est la vente d'équipements de maintenance qui m'intéresse. Donc, plus la base de produit installé est élevée, mieux c'est. C'est la clé quand vous regardez du Caterpillar. C'est pour ça qu'il faut être assez patient pour acheter ce genre d'entreprise-là. Il ne faut pas se précipiter. Quand tout va mal, c'est à ce moment-là que moi, je m'assois pour regarder du Caterpillar. C'est une entreprise qui a un pricing power. Mais elle n'a pas de revenus récurrents. La seule partie revenus récurrents, c'est la partie maintenance. Mais ce n'est pas une grosse partie, parce que la vente d'équipements, certes, ça a des marges élevées, le revenu est élevé, mais ce n'est pas récurrent. Parce que généralement ici, le taux de remplacement et la durée est très élevée. Quand vous achetez un Caterpillar en date d'aujourd'hui, disons dans l'exploitation minière, les gros camions, vous pensez que vous allez en racheter un autre l'année prochaine? Sauf si on vous a dit que les nouveaux camions sont plus efficients, peut-être même automatisés. Bref, ce genre de choses-là, peut-être que ça va vous pousser à remplacer. Donc, c'est ça, on parle d'innovation. Mais bref, on continue ici, n'allons pas parce que là, c'est assez long, les amis. Je sais que c'est un secteur d'activité, vous êtes un peu perdus, mais c'est un secteur intéressant. Et j'aurais même pu vous dire ici que voilà des secteurs, la construction, les équipements lourds, ça m'intéresse. OK? Quand on parle ici comment on appelle ça? La machinerie, ça peut également être intéressant dans tout ce qui concerne l'aérospatiale et la défense. Il y a des éléments intéressants. Maintenant, à partir de ce moment-ci, quand on touche un secteur qui m'intéresse, je vous dis, ça pourrait être très intéressant à aller regarder comme secteur. Il faut garder un œil dessus. Bref, on continue. Maintenant, la machinerie industrielle, parce que c'est différent. Okay? Donc, les résultats s'annoncent partagés. D'un côté, le climat de dépenses moroses freine la reprise des marchés les plus sensibles au cycle économique. De l'autre, des tendances de fonds solides comme la relocalisation de la production, le fameux reshoring, la modernisation des infrastructures et la réorganisation de la chaîne de production aéronautique offrent un contrepoids positif. Vous avez des entités comme Illinois Tool Works ou bien comme Parker Hannifin qui pourraient grandement bénéficier ici de tout ce qui concerne la réorganisation ici de la chaîne de production aéronautique. PH, allez-y regarder, vérifiez les amis. Ensuite, on continue. On passe maintenant au secteur du transport ferroviaire. J'adore ce secteur. Pricing power assuré. Je pense même qu'il y a une dernière proposition de fusion en cours en date d'aujourd'hui. Je pense que ça sera la dernière fusion dans le domaine parce que le secteur est massivement concentré. Et j'aime ça. Les perspectives sont globalement positives, avec une croissance des ventes et une hausse des bénéfices attendus. Cette performance s'appuie sur des volumes solides pour le charbon. Pourquoi? Parce que le prix du gaz naturel est élevé. On se chauffe à quoi? Pensez que les Américains ne se chauffent plus au charbon. Les gens ont des problèmes d'électricité. Vous pensez qu'ils vont oublier le charbon très rapidement. Le charbon reste une alternative, même si ça pollue énormément. Mais voilà, on a des data centers à alimenter. Et là, les voitures électriques qui viennent mettre la pression sur les réseaux. Il faut bien faire des économies quelque part. Et donc, quand vous regardez une compagnie ferroviaire, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce qu'elle transporte en priorité? Du charbon, des voitures, du bois, je ne sais pas moi. Parce que si c'est le charbon, le prix du charbon favorable, ça sera très bénéfique pour elle. Si le prix du gaz augmente, plus de charbon va être transporté. Tout est lié, les amis. Ce n'est pas une erreur. C'est important à suivre. Une fois que vous vous intéressez au secteur d'activité, vous voyez les choses autrement. J'adore ce secteur d'activité. Si vous arrivez à choper une entreprise ici, entre 20 et 15 fois les bénéfices, gardez ça tranquillement au chaud parce qu'ils ont un pricing power, littéralement. Donc, en revanche, le segment intermodal, pénalisé par les tarifs douaniers qui affectent les flux... pas pénalisé, mais ce secteur-là est pénalisé par les tarifs douaniers qui affectent les flux d'import-export. Et quand on parle d'intermodal ici, c'est du rail à la route. Donc, une partie du transport s'effectue en rail, par voie ferroviaire, et une autre partie par la route. Donc, on peut voir ici que certaines entités peuvent avoir tendance à en bénéficier, surtout celles qui sont au niveau de la logistique. Mais bref, c'est le fait qu'il y ait ici des tarifs douaniers, ça peut réduire les flux d'importation. D'accord? Bon,
Après, maintenant, ça c'est un gros débat, mais de manière globale, c'est un secteur d'activité qui va avoir tendance à bien se comporter à long terme. Parfois, on peut avoir tendance à avoir des ralentissements ici, mais n'oublions pas que cette vue est uniquement par rapport au deuxième trimestre. Après, je ne suis pas devin, mais de manière générale, la tendance de fond est positive pour ce secteur d'activité. J'adore ce secteur-là. Vous avez des Union Pacific Corporation, CSX également ici. Donc, après, on passe à tout ce qui concerne ici les produits de construction. Alors, il faut se dire une chose. Et quand on parle de produits liés à la construction, c'est plus au niveau du matériel. Pas de la fab. Parce que vous avez les agrégats également qu'on a cités précédemment. Parfois, ça peut être... Voilà, il peut se dire, mais c'est presque la même chose. Non, il y a une légère différence. C'est pour ça que je vous envoie toujours à la description même et à la définition même de chaque secteur d'activité. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Mais je ne vais pas investir mon temps alors que vous pouvez aller vous-même aller faire la vérification. Je parle toujours du classement du GICS. Ça vient avec une description. Et donc, intéressez-vous. Vous savez pourquoi est-ce qu'on classe des entreprises dans les building products? C'est important. Bref, la performance dépendra fortement du marché final. Les entreprises spécialisées en CVC ou HVAC, Heating, Ventilation et Air Conditioning, donc tout ce qui concerne le chauffage, la ventilation et la climatisation, devraient briller. Pourquoi? Parce qu'elles sont portées par les dynamiques du remplacement et la construction non résidentielle dynamique. Encore tout ce qui est lié à tout ce qui... comment on appelle ça? Les data centers et tout le reste. OK? Parce que oui, les data centers, vous pensez quoi? Il faut ventiler. D'accord? C'est important. À l'inverse, celles très exposées, parce que toutes les HVAC ne se racontent... enfin, je les appelle HVAC, mais c'est des CVC. Toutes ces entreprises ne se ressemblent pas. À l'inverse, celles très exposées à la construction résidentielle neuve, qui reste modérée, donc ralentissement. Et je mentionne ici que tout ce qui concerne la construction résidentielle, il y a une pénurie de logements aux États-Unis. Mais le marché n'est pas dynamique en date d'aujourd'hui parce que les taux d'intérêt sont élevés. OK? Donc, celles qui sont exposées à la construction résidentielle, qui restent modérées, pourraient voir leur marge se contracter, peinant à répercuter les hausses de coûts dans un contexte de faible demande. Donc, attention. Et dans ce secteur, et j'adore également ce secteur, vous avez les entités comme Carrière Globale, vous avez également Train Technologies, si ça vous intéresse. Attention, vérifiez bien que, parce que je sais que dans ce secteur d'activité, il y a une réglementation qui sera, enfin, elle a déjà été votée, et je pense que la date limite, ça sera à peu près pour la mise en application de cette réglementation-là. Je pense que c'est vers la fin de l'année, c'est quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Allez-y, vérifiez par rapport à la réglementation, si elles sont à jour par rapport à tout ce qui concerne ici, la réfrigération, etc. Il y a un certain type de composants, de produits qu'on ne doit plus utiliser. En tout cas, je vous laisse aller vérifier ça. Alors, maintenant, on va passer au dernier segment, c'est tout ce qui concerne les services. Donc ici, on parle des compagnies aériennes. Donc les revenus traduiront une plus grande prudence des consommateurs. Cette tendance sera cependant en partie amortie par la solidité persistante du segment des voyages premium. Le principal atout pour les compagnies aériennes, sera la baisse des coûts du kérosène qui soutiendra leur rentabilité. L'usage de programmes de rachat d'actions pour soutenir le BPA est également une option envisagée. Et donc vous allez voir ici, il y a certaines entreprises qui ont déjà publié leurs résultats financiers comme United Airlines qui vérifient grandement ce que je viens de mentionner tantôt. Allez vous-même checker. OK? Mais je n'aime pas ces secteurs d'activité-là. C'est un business à capital intensif. Je préfère les entreprises qui fournissent des services de maintenance. Donc, on peut citer Delta Airlines ici comme compagnie aérienne, United Airlines, et encore même dans les compagnies aériennes, privilégier les low cost. Parce que c'est ça. Les low cost, c'est généralement le business le plus rentable. Parce que les compagnies aériennes, c'est essentiellement la gestion des coûts. Prix du billet d'avion, parce qu'elles n'ont pas de pricing power réel. OK? Donc, ensuite, on a tout ce qui concerne ici la recherche, dont les services de recherche ici et de conseil. Oui, je sais, vous ne les voyez pas, vous avez du mal à voir à peu près à quoi ça ressemble. Vous avez des entités comme Gartner, comme Accenture. On pourrait même citer également des entités comme Cassie, Booz Allen. Il y en a énormément. Donc, une légère croissance des bénéfices est anticipée. La demande pour le conseil en intelligence artificielle, en cybersécurité et en analyse de données est un moteur de croissance. Néanmoins, la progression est freinée par une surveillance accrue des budgets gouvernementaux qui cause des retards dans l'attribution des projets.
Donc, certaines entreprises très liées au gouvernement américain ou bien qui dépendent énormément de la commande gouvernementale, du budget, enfin, surtout tout ce qui concerne ici le Dodge, enfin, je ne dis pas que avec le Dodge ici, les États-Unis veulent économiser. Donc, techniquement, on va avoir tendance à revoir tous les contrats. Mais bon, c'est un élément à court terme ici. Moi, je pense que ça pourrait même offrir des opportunités d'investissement. Vous pouvez aller regarder ça. Ensuite, vous avez tout ce qui... on est toujours dans tout ce qui concerne l'industrie. C'est un segment très vaste où vous allez retrouver également ici les services ici de ressources humaines et d'emploi. Donc, vous avez ici les résultats s'annoncent sans grand éclat. L'incertitude macroéconomique persistante continue d'affecter les cycles de recrutement et les dépenses discrétionnaires des entreprises. Quand on parle des dépenses discrétionnaires, ça va toucher par exemple les entités comme Robert Half ou bien Automatic Data Processing. Mais j'adore Automatic Data Processing. C'est une très belle entreprise. Si vous arrivez à la choper à un bon prix, tant mieux pour vous. Et vous avez également tout ce qui concerne les traitements, les entreprises dans le traitement de données et les services d'externalisation. Quand on parle de services d'externalisation, ça concerne qui? Téléperformance. Ah oui. Oui. OK? Quand on parle de data processing, ça concerne qui? Ah, d'aucuns vont dire, si je vous disais que ça concerne Visa et Mastercard. Bon, après, il n'est pas exclu qu'une entreprise fasse partie de plusieurs sous-secteurs d'activité. Ouais, ça c'est possible. Par exemple, Amazon peut aussi bien être dans la tech que dans la vente au détail. Ah oui. Donc, ce n'est pas exclu. Selon le classement du GIC, ça dépend. Si la majeure partie de vos revenus proviennent vous serez classé, l'entreprise aura tendance à être classée par rapport à la provenance de ses revenus. Donc, si la majeure partie de ses revenus proviennent du segment de vente au détail, Amazon, par exemple, c'est le Broadline Retail. Broadline Retail, c'est essentiellement un fourre-tout pour dire qu'ils vendent tout et n'importe quoi, mais en détail. OK? Bref, toutes les tendances ici ont tendance... Enfin, toutes les tendances ici sont différentes. Tous les secteurs d'activité sont différents, excusez-moi. Il faut faire attention. Donc, les bénéfices devraient stagner par rapport, je parle du secteur grandement, par rapport à l'année précédente. Le secteur fait face à des retards dans la conclusion de nouveaux contrats et à des processus d'intégration des clients qui s'allongent. Et je parle surtout de tout ce qui concerne ici les outsourced services. Donc, tout ce qui concerne les services ici de BPO. D'accord? Ça n'a aucun lien avec Visa et Mastercard qui vont avoir tendance à bien se comporter. En passant en Visa, Mastercard, allez-y regarder également Capital One Finance, surtout après l'acquisition qui a été validée dernièrement. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Donc, vous avez des entreprises ici comme Cognizant, voilà, qui pourraient avoir tendance à souffrir un tout petit peu, mais on va se dire que c'est temporaire. Parce que l'heure est généralement à l'externalisation. Maintenant, avec tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, les entreprises ont tendance à freiner un tout petit peu avant d'attribuer des contrats, mais voilà, c'est une stagnation. À mon avis, ça reste ici temporaire. Mais ce genre de business-là, essayez de les choper à bon prix. Et faites attention parce qu'elles ont généralement ici énormément d'employés. Je dis bien énorme, pas, c'est l'externalisation. Le but du game ici, c'est simple. On s'en vend dans des zones géographiques où on va payer un salaire ici au lance-pierre, point barre. Et on signe des contrats avec des compagnies ici qui vont nous payer, qui vont avoir tendance ici à externaliser certains compagnies de services à la clientèle afin ici de pouvoir faire des économies. OK? Bref, c'est un secteur assez vaste, assez dynamique aussi parce que dans ce secteur, il y a plusieurs courants également. Il y a certains qui se concernent uniquement au niveau de l'externalisation de tout ce qui concerne la technologie ou bien également certains qui sont uniquement au niveau du service à la clientèle. Bref, c'est un secteur très vaste. OK? En tout cas, on a terminé notre tour d'horizon. C'était assez long, mais presque 30 minutes, excusez-moi. Mais vous voyez, si je devais rentrer dans chaque secteur d'activité et dire qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, on aurait passé des heures ici. Mais heureusement, dans le club, vous avez un lien vers le Top Premium à vie et où vous pouvez retrouver des analyses sectorielles. On va secteur par secteur. Donc, dans le secteur industriel, on est allé segment par segment. Quels sont les éléments positifs et négatifs sur les 12 prochains mois? Vous imaginez le travail que ça demande. Mais moi, j'aime ça parce que derrière, ça vous permet de mieux comprendre les entreprises. Vous pouvez penser que c'est trop dur, etc. Mais vous ne voyez pas le temps passer quand vous aimez les choses de manière générale. En tout cas, comme d'habitude, allez vérifier les informations. D'accord? Et s'il vous plaît, faites vous-même vos propres recherche. Et n'oubliez pas, la première chose que je vous ai demandé, c'est si note d'analyse, analyse sectorielle, concurrentielle ne vous intéresse pas, désabonnez-vous. Pour le reste, on se retrouve dans le club. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, vous avez
Tous les liens en description de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Il nous reste combien de secteurs d'activité? Je pense qu'on en a fait 2 aujourd'hui, donc il nous reste à peu près 4, si ma mémoire est bonne, parce qu'on en avait déjà fait 5. Donc il nous reste à peu près 4 maintenant. Je pense que d'ici le 22 du mois de juillet, on aura terminé. Donc on a Utility, on a tout ce qui concerne ici les Consumer Staple, Consumer Discretionary et services de communication. Voilà, je pense que ce sont les 4 qui restent ici. Après ça, on pourra passer à la suite. Et la suite ici, ce sont les analyses concurrentielles. Comment est-ce qu'on peut déceler un avantage concurrentiel dans un secteur d'activité? Parce que beaucoup aiment dire que oui, l'entreprise a un avantage concurrentiel, elle a un mot parce que c'est le ROIC de 15 ou 20. C'est quoi le nom du mot? Comment est-ce que ça se matérialise vis-à-vis des clients, vis-à-vis des compétiteurs, vis-à-vis des fournisseurs? Ah oui, les amis, c'est important. Bref, merci.